Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode du podcast AWS en français. Vous êtes de plus en plus nombreux toutes les semaines à nous écouter dans le podcast et merci pour ça. Donc continuez, parlez-en autour de vous, ça nous fait très plaisir, puis ça fait un peu de buzz également. Et puis n'oubliez pas de laisser 5 étoiles ou un petit pouce vers le haut sur les plateformes de podcast que vous utilisez pour nous écouter. Dans cet épisode, nous allons lever un petit coin du voile sur les infrastructures AWS, puisque vous êtes nombreux à me poser la question, oui mais comment ça marche, AWS a des data centers, oui effectivement, même dans la région parisienne, et donc j'ai été chercher les personnes qui travaillent dans les data centers d'AWS ici en région de Paris, enfin 2 de ces personnes, c'est une grande équipe. J'ai le plaisir d'accueillir Franck Muscat, qui est en français chef des opérations IT pour le cluster de la région de Paris, peut-être un peu plus, tu me diras ça dans un moment, et Thierry Gougeot, qui est chief engineer dans les data centers de la région de Paris. Merci à tous les deux d'être là. Si vous devez présenter votre job vous-même, vous le faites comment? Commençons par Thierry par exemple. Donc bonjour à tous et bonjour à toutes. Donc concernant mon travail de tous les jours, donc moi c'est principalement je travaille dans les séparations de nos data centers et je m'occupe avec toute une équipe de m'assurer que toutes les maintenances de nos équipements se passent bien, se passent au bon moment et se passent bien, afin d'assurer toujours la meilleure disponibilité de nos data centers pour nos clients. Et quand tu dis l'équipement, toi, Thierry, ton rôle, c'est sur les équipements électriques et de refroidissement ? Tout à fait. Donc, ce sont les équipements électriques qui partent de la moyenne tension jusqu'à l'alimentation électrique de nos racks. Donc, en passant par les groupes électrogènes, les onduleurs, les tableaux électriques, les disjoncteurs, les protections, et également tout ce qui est HVAC, donc tout ce qui est air conditionné. Donc, la maintenance régulière de nos compresseurs, de nos différents équipements, assurant une température stable dans nos salles IT. Informatique, IT. On en reparlera plus en détail de ces équipements électriques qui sont très importants évidemment pour faire tourner un data center. Avant ça, Franck, comment toi tu présentes ton rôle, si tu dois l'expliquer à quelqu'un de ta famille ou un ami? Ouais, merci Sébastien. Ouais, donc je suis Franck Muscat, donc comme tu as dit, le chef des opérations IT pour la région France. Ok. En fait, je manage une équipe de techniciens en fait IT. Ok, pour les centres de données qui vont travailler en fait 24 heures sur 7, d'accord. Et ça c'est très très important à savoir parce qu'en fait on essaye de vraiment pouvoir répondre en fait à des problèmes aussi rapidement que possible, d'accord. Et bien sûr ce qu'on veut c'est respecter les SLA qu'on a par rapport à nos clients, d'accord. Donc c'est pour ça qu'on a une équipe 24 heures sur 24. Et donc comme je disais en fait je m'occupe de tout ce qui est IT infrastructure, c'est-à-dire du moment en fait où on reçoit les baies dans les centres de données jusqu'à en fait la fin de vie des racks où il va falloir en fait les désassembler puis les envoyer en fait à l'extérieur pour être détruits, d'accord, en respectant bien sûr toutes les normes qu'on a et régulations par rapport à la sécurité de nos data. Et c'est de ça qu'on va parler pendant cet épisode du podcast, ce cycle de vie du matériel justement. Avant de commencer à parler de ça, tu as dit nos clients. Tes clients, ce sont les équipes services d'AWS ? Oui, exactement. Ouais. Donc nous, en fait, on va travailler. Donc ce sont des clients en fait internes, et c'est-à-dire les services avec lesquels on va travailler. Ça sera EC2, ça sera prod, ça sera networking, corporate. Par exemple. Les gens qui conçoivent les services que vous, auditeurs du podcast AWS, vous utilisez. Exactement. Vous leur rendez un service d'infrastructure. Finalement, vous leur donnez une infrastructure pour déployer ces services. Alors, tu parlais du cycle de vie. Comment ça commence ? C'est un camion qui arrive avec du rack et du matériel que vous devez installer ? Tout à fait, ouais. Donc en fait, on a 2 types d'équipements. Ou bien on a des racks en fait, des baies complètes qui vont arriver en fait, comme tu le disais, avec un camion. Elles vont arriver sur le quai de logistique. Il va être en fait désemballé, d'accord. Il arrive en fait dans une caisse en bois, bien protégée à niveau et tout. Donc c'est désemballé. Après, c'est poussé en fait directement dans le centre de data.
Notre équipe, mon équipe à moi, va mettre en fait la baie en position. Ce sont des positions qui sont spécifiques. Elles ont été allouées en fait au préalable pour être sûr que tout ce qui est câblage réseau en fait soit prêt à l'avance, pour être sûr que tout ce qui est câblage au niveau électrique, donc ce que Thierry fait en fait, soit prêt à l'avance également. Donc nous on reçoit la baie, on la met en position, on met le power en fait, l'électricité, d'accord. On met en marche en fait la baie. Mon équipe va s'occuper maintenant du câblage de tout ce qui est fibre en fait, qui est prêt au préalable sur des chemins de câbles. L'équipe va commencer en fait à déployer tout ce qui est network device et va commencer également à déployer après ça les serveurs eux-mêmes. D'accord. Et ça, bien sûr, on a une SLA qu'il faut qu'on respecte. Et donc notre but, notre mission, c'est toujours de travailler pour pouvoir en fait améliorer cette SLA pour que les clients puissent avoir en fait les services dispo le plus rapidement possible. Je répète que quand tu dis les clients, ce sont les équipes services AWS. Donc Exactement. Vous la connectez, vous la mettez sur le réseau, et puis ce sont les équipes services qui font le provisioning et l'installation. Vous n'avez pas accès aux consoles de management des services qui tournent dessus. Non, mais c'est nous qui vont déployer les serveurs en fait en mettant l'électricité et en s'assurant que les services et que tous les serveurs en fait soient bien déployés en fait. Après, si on a des problèmes de déploiement, on escaladera en fait aux équipes. Aux différentes équipes. Aux différentes équipes, ouais. Est-ce que je peux poser la question d'où viennent ces camions ou est-ce que ces racks sont assemblés? Ces racks sont pas assemblés en France. On a plusieurs en fait différents types de manufactureurs, d'accord. Et en général, les racks sont stockés en fait chez un vendeur. D'accord. Et en fait, dès que nos positions en fait sur site sont prêtes, on va en fait parler avec supply chain pour pouvoir recevoir les racks. On va parler plus tard de la sécurité des données aussi, on va même terminer avec ça. Mais c'est un environnement industriel finalement, un data center. Donc vous êtes soumis également à des règles de sécurité physique, la sécurité des personnes qui travaillent dans cet environnement-là. Exact. C'est très important et c'est en fait notre priorité numéro 1. D'accord. Je pense que moi, de toute façon, en tant que manager, je serais pas successful en fait si je mets pas le focus là-dessus. La sécurité de nos employés, c'est vraiment la priorité numéro 1. Moi, ce que j'aime à dire à tous mes employés, c'est qu'en fait, la façon dont ils viennent ou qu'ils commencent leur shift, je veux qu'ils repartent exactement de la même façon. D'accord. Donc, on a mis des systèmes en place très, on va dire, on a scrutinisé en fait toutes nos activités pour être sûr qu'on a pu faire un risk assessment en anglais, c'est-à-dire que comment en fait identifier tous les risques qui sont reliés en fait à nos tâches, d'accord. Donc par exemple, quand on va dire on pousse une baie en position, il va y avoir des risques associés à cette activité. Donc on a mis en place en fait des solutions pour pouvoir justement remédier à ces risques, d'accord. Après, il y a par rapport au contexte actuel avec tout ce qui est Covid, on a mis également en place des systèmes de sécurité, les gestes barrières, l'emploi des masques, l'utilisation de nos employés prennent la température en fait quand ils viennent travailler. Donc, je pense qu'en plus on a mis en place des moyens en fait très tôt par rapport à l'épidémie. Je veux dire, je pense que et on a voulu être proactif en fait et protéger en fait nos employés et puis protéger également leurs proches finalement. La santé et l'intégrité physique. Il y a des règles spéciales. La question c'est pour Thierry, parce que vous manipulez en plus des hautes tensions électriques. Donc est-ce qu'il y a des éléments spécifiques à la sécurité des personnes à ce niveau-là?
Bien sûr, en tout ce qui concerne l'électrique, tous nos techniciens sont habilités suivant les normes françaises. Et je dois rajouter également sur la sécurité qu'au-delà de cette habilitation, tous les techniciens utilisent des protections individuelles conformes aux normes, hein, donc principalement chaussures de sécurité, des gants anti-électrisation, des visières pour se protéger les yeux en cas de flash électrique. Voilà, tout ce qui est recommandé par les habilitateurs électriques sont bien sûr utilisés de façon obligatoire pour tous nos techniciens. Sur l'ensemble du site. AWS conçoit ses services pour qu'ils soient hautement disponibles, élastiques et fournit des infrastructures redondantes aux clients qui choisissent de déployer sur les data centers AWS, dans les régions AWS. Et les gens qui nous écoutent sont souvent comme moi, on écrit un peu de code, on est architecte, on conçoit des architectures redondantes en termes de déploiement des services ou en écrivant des lignes de code pour être plus résistant aux pannes. Mais on oublie souvent que la redondance, ça commence dans les data centers, que la haute disponibilité, ça commence dans les data centers. Donc, quels sont les aspects de votre job qui aident, qui permettent à nos clients de disposer de ces infrastructures redondantes? Puisqu'on parlait électricité avec Thierry, continuons là-dedans. Ça commence par la disponibilité de l'électricité? Tout à fait. Alors, Sébastien, c'est le point très important. Juste après la sécurité du personnel vient, en termes d'obsession, je dirais, d'AWS, c'est la disponibilité de nos installations et de nos infrastructures. C'est vraiment la deuxième obsession après la sécurité du personnel. Donc, l'objectif, évidemment, pour nos clients, c'est de leur assurer une disponibilité, c'est vraiment le terme adéquat, de leurs équipements la plus haute possible. Pour ce faire, pour obtenir une disponibilité la optimum, la meilleure possible, ça passe par des équipements redondants. Tant autant que sur le matériel électrique, c'est-à-dire que ce soit sur les transfos, les groupes électrogènes, les onduleurs, l'autonomie des onduleurs, que par les systèmes de refroidissement, donc qui sont doublés, triplés dans certains cas, pour avoir la disponibilité la plus haute possible. Cette disponibilité s'exprime en pourcentage, souvent 99,999%. Donc évidemment, notre objectif est d'avoir le plus possible de 9 après la virgule, donc tendre vers le théorique 1, disponibilité 1, où on garantit un fonctionnement 24/24 sans coupure. Parce que votre SLA par rapport aux équipes services, pour prendre ces deux comme exemple, va impacter le SLA qu'AWS peut faire vis-à-vis de ses clients qui utilisent EC2 également. C'est la base sur laquelle nous pouvons calculer le SLA vis-à-vis des clients. Est-ce qu'il y a des mécanismes également pour tester tous les éléments dont tu as parlé, les onduleurs, les transfos, les alimentations? Bien évidemment, tout ça fait partie des calculs sur la disponibilité. Il y a les phases de maintenance préventive et également les temps d'intervention en cas de maintenance curative. Donc le but, c'est ce qu'on appelle, ça s'appelle comme ça dans le jargon, ça s'appelle MTTR, le Mean Time to Repair, fait partie c'est un paramètre important dans le calcul de la disponibilité. C'est quel temps en moyenne on va intervenir pour dépanner de façon curative un appareil, donc le plus tôt possible et le plus vite possible. C'est pour ça qu'on a des gens qui sont d'astreinte 24/24 également dans ce domaine, et bien sûr sur la qualité des équipements choisis. Donc on essaye bien sûr toujours de choisir les meilleurs équipements possibles, tant en termes de transfo, de groupes électrogènes, d'onduleurs, de batteries et de disjoncteurs par exemple. Mais comme tu le soulignes bien, il est important de souligner effectivement que la maintenance préventive permet effectivement d'avoir une bien meilleure disponibilité. Donc, maintenance préventive, ça veut dire s'assurer que les pardonne-moi si j'ai pas le bon mot, mais les alimentations de secours fonctionnent, que les alimentations de secours, des alimentations de secours, donc les groupes électrogènes fonctionnent, qu'il y ait du fuel, qu'il n'y ait pas de fuite, etc., etc. Exactement, c'est de vérifier que tous les systèmes fonctionnent correctement de façon périodique. Ces périodes vont de une fois par mois jusqu'à une fois par an suivant la criticité de l'équipement, avec des contrôles qui peuvent être aussi hebdomadaires. C'est le cas par exemple des batteries d'onduleurs qui doivent être surveillées de façon hebdomadaire, avec plusieurs points de contrôle. C'est un petit peu, j'ai envie de dire, l'exemple de la voiture. Si on veut que sa voiture fonctionne bien, il faut
régulièrement la maintenir. Pour les équipements industriels, le data center, c'est la même chose, avec bien sûr des périodicités beaucoup plus raccourcies. Alors nous, les personnes IT, architectes, développeurs, on aime bien aussi de temps en temps causer des pannes volontairement dans le système pour voir comment ça marche. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites de temps en temps, couper une alim pour voir si le système fonctionne bien? Bien sûr, ça fait partie du process de maintenance. C'est qu'on va simuler, on va faire des simulations de panne pour tester la réactivité du personnel et les process de maintenance. Ça s'appelle faire des drills, c'est-à-dire faire des simulations de panne sur tout type d'équipement. Et de façon très régulière, sur tous les sites, on fait au moins sur chaque site 2 simulations de panne importantes par mois, pour tester la capacité de réaction et la procédure d'escalade. Chez Amazon, on aime bien aussi apprendre de nos erreurs et documenter nos erreurs. On a des process internes pour ça. Comment vous communiquez avec les autres responsables des autres data centers dans le monde? Est-ce que quand il y a une panne majeure quelque part, ça peut arriver, tout le monde est au courant et tout le monde vérifie justement que l'enchaînement de causes qui a causé cette panne spécifique ne puisse pas se reproduire? C'est exactement ça. C'est très bien de souligner ce point. Effectivement, on a des réunions régulières entre tous les clusters du monde. Et dès qu'il y a une détection d'une panne, d'un souci avec un équipement qui pourrait se répercuter sur d'autres sites, il est immédiatement, et quand je dis immédiatement, j'ai presque envie de dire dans l'heure, partagé avec les autres clusters, afin que immédiatement on puisse vérifier si on a un risque d'avoir ce problème sur notre cluster. Alors là, Thierry, tu parles spécifiquement de l'équipement électricité et de refroidissement, HVAC, l'air conditioning. Franck, côté réseau et système, je suppose c'est tout pareil? Ouais, tout à fait, oui. Au niveau de la redondance, en fait, ça va commencer déjà au niveau, on va dire, géographique. C'est-à-dire que au niveau de la France, on a trois availability zones, d'accord, qui vont nous permettre en fait d'avoir des sites en fait redondants l'un par rapport à l'autre. Très très important au niveau des services en fait que l'on fournit donc aux services EC2, Prod, Corporate, très très important, et également réseau. Après, en fait, si on passe à un niveau, on va dire plus petit, on a la redondance également au niveau des fibres. Ça, c'est très très important. Donc, tous nos centres en fait sont reliés les uns aux autres, et on doit assurer la redondance au niveau des fibres. C'est-à-dire que si demain des accidents peuvent se provenir, mais si une fibre est arrachée, il va pas falloir qu'on perde en fait la connexion, la connectivité en fait à cause de ça. Donc, on a donc des systèmes en place justement pour pouvoir avoir la fibre redondante, ou pour pouvoir également switcher automatiquement si on a besoin le trafic entre d'un chemin de fibre en fait à un autre. D'accord. Après, si on arrive au niveau du data center, là encore, on a la redondance de tout ce qui est réseau en fait. Grâce en fait à l'agrégation en fait de plusieurs connexions réseau en fait qui sont mis en parallèle, donc pour augmenter on va dire le débit de la connexion, mais également pour s'assurer qu'on a la redondance au niveau de tout ce qui est réseau. D'accord. Et finalement, au niveau des baies elles-mêmes, on a de la redondance. Donc, tout ce qui est, par exemple, bloc d'alimentation. Donc, en fait, tous nos devices, en fait, vont être alimentés, comme Thierry disait, en fait, par 2 ou plusieurs sources, en fait, d'alimentation. Donc, si un jour on perd, en fait, une source d'alimentation, on va dire A, d'accord, on va s'assurer que on a une autre source d'alimentation qui puisse fournir le courant en fait à nos baies. Et là aussi, vous faites des drills, des exercices pour tester les pannes? Oui, exact. On travaille, on a plusieurs formes de drills. On travaille énormément avec l'équipe de Thierry, parce que du coup, si demain, on va dire, on aurait un événement où on perd du cooling, où on perd de l'électricité, nous, il faut qu'on sache en fait comment réagir pour pouvoir en fait maîtriser tout ce qui est IT. D'accord, et résoudre des problèmes. Après, on a également en fait des drills au niveau réseau. C'est-à-dire, si demain il venait qu'on perde, par exemple une fibre entre 2 data centers, même si en fait on a la redondance, comme je disais tout à l'heure, on a un système qui va nous permettre en fait de switcher le trafic automatiquement. On veut être sûr qu'on soit prêt à ce genre d'événement et qu'on puisse travailler en fait avec l'équipe réseau, par exemple, d'accord.
Donc la communication, je pense, c'est très très important. Dans ce genre de situation, en fait, il faut pas paniquer. On a tous les systèmes en place de toute façon pour s'assurer que nos services, en fait, ne soient pas, on va dire, interrompus, d'accord. Mais ce qu'il faut donc, c'est assurer une bonne communication en fait avec toutes les équipes. Et c'est ça qu'on essaye en fait de maintenir toutes les semaines en fait, en travaillant en étroite collaboration avec l'équipe de Thierry, avec l'équipe réseau et l'équipe sécurité également, parce que finalement tout est relié en fait au niveau du data center. La sécurité, c'est notre première priorité chez AWS. Vous avez parlé de la sécurité des personnes, évidemment, qui travaillent dans les data centers, la sécurité des données de nos clients également. Qu'est-ce qu'il fait en matière de sécurité, justement, sur les baies de stockage, là où il y a des disques durs avec des données des clients ? Ouais, ça c'est donc c'est un sujet très important pour nous. Il y a une scrutinisation en fait de tout ce qui est média, donc tout ce qui est disque dur en fait qui a été mis en place à un niveau très élevé justement pour éviter, je veux dire, c'est même pas sous-entendu, je veux dire, mais il ne peut pas y avoir de fuite de données au niveau des centres de data, d'accord. Donc on a mis des systèmes en place qui sont, on va dire, très poussés pour pouvoir en fait avoir le contrôle à tout moment de ces médias. Donc par exemple, pour donner un exemple, si on doit changer en fait, si on doit changer un disque dur, d'accord. Donc on a un système déjà au niveau logistique pour pouvoir en fait comprendre ou pour pouvoir donner la visibilité en fait que on va enlever dans un système informatique. En fait, on va donner la visibilité en fait qu'on va enlever ce disque dur d'une baie, d'accord. Et puis il y a un numéro de série associé, tout ça. Donc on a un suivi. Donc on enlève le disque dur, on update justement ce software, on va remplacer le disque dur avec un nouveau, pareil, on va updater en fait notre système pour pouvoir justement avoir le suivi que maintenant on a mis un nouveau disque dur en fait dans le serveur. Et ce qu'on fait en fait avec le vieux disque dur, en fait, on va le détruire, d'accord, en suivant les règles, la régulation en fait par rapport à ça, d'accord. On va prendre le disque dur, on va le démagnétiser. En fait, on va appliquer un champ magnétique très fort. Ça s'appelle en fait DGOS. Pour effacer les datas, et après on va détruire le disque dur en utilisant ce qu'on appelle un crusher, d'accord. Ça en fait ça va appliquer une force sur le disque dur qui va permettre de casser en fait le disque dur en plusieurs parties, d'accord. J'aime bien prendre l'image du shredder, tu sais, le truc qu'on a dans les bureaux pour détruire les papiers, où il ressort des bandelettes de papier. Exact. C'est la même idée en plus gros évidemment. Exact, c'est exact, ouais, c'est exact. Et les règles en fait, même AWS en général encore plus, on va dire, contraignantes que ce qu'on fait dans l'industrie. C'est-à-dire que vraiment la sécurité c'est très important pour nous. Un autre exemple, c'est que une personne toute seule, par exemple, ne peut pas détruire un média. Il nous faut un minimum de 2 personnes, d'accord. C'est ce qu'on appelle en fait two-person verification, c'est-à-dire qu'on va être sûr que les gens en fait ils fassent les bonnes choses et qu'ils suivent les bons procédés. Donc on utilise 2 personnes. C'est pour éviter que quelqu'un dise oui je l'ai fait et puis en fait il a mis le disque dur dans sa poche et il s'en va avec. Ouais, après ça on va dire on pense que les gens font pas les trucs avec des mauvaises intentions, donc on sait que on pense pas que ça puisse arriver. Mais par exemple ça serait qu'une personne peut-être oublie de faire le dégauze et détruise le disque dur sans avoir fait en fait le dégauze avant. Donc c'est vraiment pour s'assurer qu'on suive bien toutes les étapes, toute la procédure. Ouais, exactement. Un peu comme un pilote et un copilote dans un avion finalement. Voilà. Surveiller l'autre. Une fois que le disque dur est détruit, ça s'arrête pas là. On prend en fait les pièces de disque dur et on va en fait les isoler ou les sécuriser en fait dans une poubelle qu'on appelle, c'est une poubelle e-waste qui est métallique et qui est également fermée à clé. On va également, une fois on ouvre la poubelle, on met les restes de disque dur, on referme la poubelle, on va mettre un security seal sur la poubelle pour être sûr que personne en fait entre-temps va aller ouvrir la poubelle, prendre des morceaux de disque dur, même si ça serait inutile parce qu'ils sont détruits. Mais bon, on pousse vraiment le système à l'extrême pour être sûr qu'on a un contrôle extrême en fait de tout ce qui est média en fait.
Et des disques durs, je suppose, il en meurt tous les jours. C'est un événement normal dans la vie d'un data center d'avoir un disque dur qui meurt, donc ça fait partie du quotidien. Exact. Ça peut être relié à des on va dire du break fix, c'est-à-dire qu'un disque dur, comme tu disais, en fait, il va être défectif. Il va falloir le remplacer, mais également des fois on a des projets en fait qui viennent de d'autres équipes qui vont nous demander en fait de changer des disques durs parce que ou bien ils sont défectifs au niveau du manufactureur ou on va remplacer avec des disques durs qui sont beaucoup plus effectifs. Donc ça dépend. Mais renouveler la génération, passer sur une autre technologie, par exemple. Exact. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans les data centers. Il y a 3 zones de disponibilité, je le rappelle, à Paris. Alors, on ne donne pas de chiffres sur le nombre de data centers qu'il y a dans chaque zone de disponibilité, mais c'est au moins un. Donc, après, ça dépend d'une région à l'autre et de la taille de la région. Je crois savoir aussi que vous avez des jobs ouverts, vous cherchez du monde pour rejoindre vos équipes. Thierry, d'abord, peut-être ? Oui, alors effectivement, notre belle croissance dont on peut être fier nous oblige, et dans le bon sens du mot obligé, à recruter en ce qui concerne le département dans lequel je travaille des techniciens d'opération qui vont s'assurer du suivi des maintenances et également des facility managers, des gens qui vont gérer complètement un data center. Donc je confirme qu'actuellement nous sommes en pleine recherche de nouveaux talents. Et Franck également dans ton équipe ? Oui, tout à fait. Ouais, on embauche énormément. On embauche des techniciens data center, donc des personnes avec de l'expérience ATI. On embauche des managers data center également. Et si on parle également des autres boulots au niveau du data center, on embauche des logisticiens, on embauche des ingénieurs réseau, on embauche des câbleurs. On embauche de la sécurité également, et comme disait Thierry, on embauche des ingénieurs en fait facilities. Merci Thierry et Franck d'avoir levé un voile de votre boulot au quotidien dans les data centers d'AWS. Alors je mettrai évidemment dans les notes du podcast les liens vers les différentes jobs, vers les différents postes qui sont à pourvoir dans les data centers. Et puis merci surtout d'avoir expliqué comment ce que vous faites au quotidien contribue à la redondance, à la disponibilité des services que nous mettons à nos clients, à vous qui écoutez ce podcast. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. À très bientôt pour un prochain épisode du podcast AWS en français. Et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.